Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la une de ce mercredi 11 mai. Se dirige-t-on vers la fin de la vignette d'assurance? Ce petit papier vert qu'on retrouve sur les pare-brises de voitures, obligatoire depuis 1986, il est désormais dépassé par la numérisation des données et pourrait donc disparaître. Autre titre ce soir dans votre 19h, le chômage à Mayotte, lui par contre n'est pas près de disparaître puisqu'en 2021, près d'une personne sur 3 en âge de travailler est au chômage dans notre département. C'est 4 fois plus que la moyenne nationale et pour diminuer ce chiffre, eh bien, on verra que Pôle emploi se tourne vers d'autres initiatives. Et puis on parlera de l'arrivée d'une 3e maison familiale rurale. Après Msamboro et Chirongui, c'est donc désormais à Doujani que la structure a ouvert ses portes. On en parle dans cette édition avec notre invité Dominique Ravon, président de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation. Mais tout d'abord, on vient de l'apprendre, Idanel est en garde à vue depuis hier mardi sur demande du parquet national financier. La présidente d'MCG, délégataire du port de Longoni, a été placée en garde à vue. Elle est entendue pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale selon nos informations. Je vous le disais dans les titres, allons-nous vers la fin d'une ère? La vignette verte qu'on retrouve sur le pare-brise des voitures françaises depuis 36 ans pourrait disparaître. Comment les compagnies d'assurance de Mayotte s'y préparent-elles? Qu'est-ce que cela va changer concrètement pour nous, automobilistes? Eh bien, pour l'heure, les discussions avancent sur ces sujets, mais il faudra d'abord s'assurer de la fiabilité des fichiers numériques, prévenir d'éventuels bugs. Il faudra également s'assurer de sa simplicité d'utilisation, notamment pour les automobilistes et les forces de l'ordre. Shafika Salimkou et JD Maoulida ont rencontré à ce sujet Andjib Abdourakib, agent général à Prudence Créole. Aujourd'hui, la discussion a bien avancé, sachant que c'est une discussion qui dure 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on essaye, les assureurs essayent de supprimer ça. Ça a traîné, mais aujourd'hui, c'est presque acté parce que les discussions ont évolué. Donc, je pense que ça va être mis en place sous peu. Et nous, on est prêts parce qu'aujourd'hui, les assurances, il y a le fichier national. Tout remonte sur le fichier national. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir ce macaron vert qu'on pose pour justifier. En bref, sachez que le tronçon de route, lui, entre Tsingoni et le carrefour Milou, reste toujours fermé à la circulation, au moins jusqu'à samedi. Des études ont été réalisées aujourd'hui pour déterminer la nature des travaux à mettre en œuvre, alors que de nouvelles fissures ont été constatées en début de semaine. La route continue donc de se fragiliser, tout ça à quelques jours de la rentrée et du retour des transports scolaires sur les routes. Voilà un titre dont on se serait bien passé. Mayotte est la championne d'Europe du chômage. Il est de plus de 4 fois supérieur à la moyenne européenne. Il atteint 30% dans notre département au second trimestre 2021. À Pôle emploi, vous allez le voir, les initiatives sont nombreuses pour contrer cette augmentation accélérée par la crise sanitaire. Darwesh Daou, Daniel Abdou. Au premier semestre 2022, le chômage à Mayotte enregistre entre 60 et 70% de personnes sans emploi, la plupart des jeunes entre 18 et 25 ans. Ajoutez à cela les chômeurs de longue durée inscrits depuis 13 ou 18 mois. Au Pôle emploi, toutes les initiatives sont prises. Il y a des actions et des concepts qu'on appelle hashtag tous mobilisés, c'est-à-dire quotidiennement, on met en place des actions pour encourager bien évidemment la rencontre entre le demandeur d'emploi, celui qui recherche, et l'entreprise qui offre des opportunités au niveau du territoire. Forcément, on passe par des métiers qui sont identifiés des métiers en tension à Mayotte. C'est différents domaines. Pour les citer, c'est l'action sociale et la santé, c'est le bâtiment et travaux publics, c'est les métiers du tourisme, c'est les métiers de la mer, c'est les métiers de l'agriculture. Et pour accompagner tout ce beau monde à entrer ou à retrouver la vie active, Pôle emploi a créé depuis mars dernier le CEJ, Contrat Engagement Jeune. Cela consiste à accompagner 30 jeunes dans l'insertion professionnelle. Ça m'a poussé à aller loin en fait, parce que vu qu'il y a le conseiller qui nous aide à
à trouver des solutions et de nous proposer. Pour être animatrice périscolaire, il faut des qualifications. Du coup, moi, je suis venue pour apprendre, trouver une formation, après trouver un travail. Il y a des semaines où, par exemple, ils sont en formation, où ils sont déjà occupés, mais ne serait-ce que leur appeler pour leur demander comment ça se passe en formation, ça les remotive et ils voient qu'il y a un intérêt sur le projet et que nous, on a envie qu'ils aillent de l'avant. Dans cet engagement, une contrepartie financière est accordée aux jeunes en termes de déplacement pour leur démarche à hauteur de 250 € mensuels. Une source de motivation qui a toute son importance. On lui demande chaque semaine de réaliser des actes concrets, des actions concrètes. Entre 15 et 20 heures, ça peut être un emploi, ça peut être une démarche périphérique autre. Je vais aller enquêter sur un tel ou tel métier, je vais rencontrer tel ou tel professionnel. C'est aussi pris en compte. L'idée, c'est d'apprendre le jeune à se lever le matin, à préparer du coup son insertion professionnelle. Et pour ne rien laisser au hasard, Pôle emploi propose entre 600 et 800 heures pour les inscrits à l'insertion. Ces derniers peuvent également prétendre à une allocation chômage ou à un retour à l'emploi tout simplement. Ce 11 mai, c'est la journée mondiale des espèces menacées. Et à Mayotte, plusieurs espèces animales ou végétales sont en danger d'extinction. On peut penser au corail, à la tortue également, ou encore au crabier blanc. La faute, notamment au réchauffement climatique, mais également ici à Mayotte, à la déforestation ou encore à l'urbanisation non contrôlée. Des espèces qui doivent également composer chez nous avec les déchets. En 6 mois, les naturalistes de Mayotte annoncent avoir ramassé 800 kilos de détritus rien que sur la plage de Sazilé, dans la commune de Bandrélé. L'association environnementale a fait ses recommandations pour améliorer la gestion des déchets, notamment en pointant du doigt le tri sélectif. Son président, Michel Charpentier, propose des alternatives au tri. Il s'explique au micro d'Anlidine Moussa Amada et de JD Maoulida. Cette séance d'audit qu'on fait auprès de tous les acteurs, c'est pour essayer d'évaluer ce qui a été fait, de dire assez franchement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bon, on s'aperçoit par exemple que dans les conditions actuelles, le tri ne marche pas bien, c'est clair. C'est insuffisamment de déchets triés. Donc il faut trouver des solutions. Parmi celles qu'on avance, il y a le fait, par exemple, de rapprocher le tri du consommateur, c'est-à-dire peut-être mettre des poubelles jaunes ou des sacs jaunes où les consommateurs pourraient mettre directement. Il y a un organisme qui s'appelle LVD qui envisage de mettre en place un système de consignes pour les bouteilles plastiques qui seraient ramenées dans les doukas. Je vous le disais dans les titres, et de Troyes, une nouvelle maison familiale rurale a donc été inaugurée ce mercredi à Mayotte, après Msamboro et Chirongui. C'est désormais à Doujani que l'association a implanté sa 3e structure. Et pour en parler avec nous ce soir, on a le plaisir d'accueillir Dominique Ravon, président de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci de me recevoir. Première question, on en parlait tout à l'heure avant l'ouverture de ce journal. C'est votre première visite à Mayotte. Quel est votre bilan de ce que vous avez pu observer de la situation ici à Mayotte? Alors bien évidemment, quand on arrive à Mayotte, on voit un beau territoire, avec la mer et un territoire énormément boisé, mais où on voit où il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que dans les titres que vous avez développés avant, il y a des secteurs qui sont prioritaires. Et je pense que les maisons familiales peuvent apporter, disons, une réponse à ces territoires en formant des jeunes dès la classe de 4e, 3e, donner la possibilité à ces jeunes de rentrer dans des formations qu'on appelle formations par alternance, c'est-à-dire 50% du temps à l'école, 50% du temps en entreprise. Et dès l'âge de 14 ans, on est en stage de découverte, et qui permet d'aller vers une orientation future.
et de découvrir au fur et à mesure du temps dans quel milieu je vais pouvoir m'adapter pour rentrer dans une formation plus tard. Les maisons familiales, c'est 430 maisons en France, France métropolitaine et départements d'outre-mer. C'est aussi 5 à 600 maisons familiales dans nos 20 pays partenaires. Ce sont pas moins de 1500 formations qui sont proposées. Mais en tous les cas, dans tous les territoires, les maisons familiales s'adaptent à la demande. Et justement, à Mayotte, ça concerne combien de jeunes pour ces 3 maisons-là? Combien de jeunes sont concernés par ces 3 maisons? Les maisons familiales de Mayotte vont grandir. La 3e qui vient d'ouvrir à une classe de 4e va ouvrir une classe de 3e. Aujourd'hui, ce sont un peu plus de 100 jeunes qui sont formés. Au total je pense que la présidente, chaque année, il y a pas loin de 200 jeunes qui sont formés maintenant. Mais on va monter crescendo. Et la 3e qui a été inaugurée cet après-midi, qui a été un grand moment, je pense que ça va suivre avec aussi 2 autres projets. Ce qui est important, c'est de constituer un réseau autour de ces maisons familiales, que nous appelons les fédérations départementales ou territoriales, qui sont les premières à accompagner les maisons. Et puis nous, l'Union nationale, nous venons accompagner avec différents services financiers, services juridiques, la communication. Voilà. Mais ce qui est important, c'est surtout ce qui se passe sur le territoire, avec la présence des parents qui s'engagent dans les conseils d'administration, des professionnels, et puis des équipes qui sont formées pour accompagner ces jeunes. Des équipes qu'on appelle des moniteurs. Nous sommes une branche professionnelle avec près de 10 000 salariés. Ces moniteurs sont formés pour accompagner des jeunes. On va commencer par les appeler par leur prénom, ces jeunes. Ça va être une formation, on va dire, individualisée. Et ça permet justement de faire en sorte que le jeune se sentent bien à la maison familiale. Autre élément aussi qui va être à développer dans ces maisons familiales, c'est l'internat. On ne conçoit pas cette pédagogie de l'alternance sans que le jeune vive pendant une semaine au sein de la maison. Et donc, tout ça, ça va faire partie des évolutions dans les mois, dans les années à venir, dans ces maisons. Mais vraiment, j'ai rencontré des gens depuis hier qui sont vraiment prêts à relever le défi pour accompagner ces jeunes dans les territoires. Quand vous dites que vous proposez de l'alternance, ça veut dire que ces jeunes-là, dès 14 ans, sont sortis du système scolaire classique pour faire de l'alternance avec votre structure à vous ? Voilà, le système scolaire continue, c'est-à-dire que... Mais pas au sein de l'éducation nationale. Non, notre ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Agriculture. Parce que notre histoire fait qu'il y a plus de 80 ans, la première maison familiale est apparue dans un pays rural de métropole et où on a commencé par des actions de formation en direction de l'agriculture. Depuis, on est devenu beaucoup plus large que les métiers de l'agriculture, avec le développement de l'apprentissage aussi, avec des formations auprès des artisans, des commerçants... ces jeunes sont dans des classes de 4e, 3e, sous le même statut, c'est-à-dire qu'ils vont préparer le même... Avec des diplômes qualifiants Avec les mêmes diplômes qu'on va trouver ailleurs, sauf qu'ils ont cette possibilité... De toute façon, la pédagogie leur permet d'avoir un mi-temps à l'école et un mi-temps en entreprise. Et tout de suite, le jeune, il va changer au fur et à mesure de son année. Il va faire des stages dans plusieurs entreprises. Et tout de suite, on se rend compte qu'il y prend plaisir. Ce qu'il va ramener à chaque fois de chaque stage va lui permettre de mieux comprendre l'éducation générale. Et en fait, on se retrouve avec des jeunes qui grandissent dans cette pédagogie. Et aujourd'hui, on peut dire que dans notre réseau maison familiale, 95% des jeunes qui sortent des MFR sont insérés professionnellement avec une formation solide. Et souvent, les entreprises embauchent ces jeunes dès leur sortie d'école. Justement, vous êtes satisfait. Il y a énormément d'associations ici qui font de l'insertion. Je pense également au RSMA. Tout le monde est satisfait du travail. Pourtant, on voit toujours des personnes sans avenir ici à Mayotte. On le voit encore avec ces chiffres du chômage qui atteignent des chiffres records. On l'annonce, Mayotte championne d'Europe du chômage. On peut se satisfaire de cette situation-là, malgré tout ce qui se passe ici sur notre île ? Non, bien sûr, il faudra
accompagner les jeunes, mais je pense qu'il faudra aussi des crédits pour accompagner certainement des secteurs, vous l'avez dit dans le reportage tout à l'heure, il y a des secteurs qui doivent être accompagnés, la santé, le logement, l'agriculture, la pêche, tous ces secteurs-là, si on veut demain avoir une île de Mayotte fidèle à l'image qu'on veut lui donner, si on veut développer du tourisme sur l'île, il va falloir permettre à des jeunes de se former, mais il faudra aussi leur donner du travail. Et pour leur donner du travail, ça va passer par la rénovation de l'habitat. Les entreprises, si elles ont du boulot, elles vont embaucher ces jeunes. Aujourd'hui, il y a des possibilités. L'apprentissage permet d'avoir un jeune en alternance avec les dernières mesures gouvernementales. Cette formation coûte très peu à l'entreprise. Donc, c'est une chance que ce jeune découvre l'entreprise et puis va apprendre ce métier. Et donc, c'est un développement forcément durable. Mais il faut que l'économie autour soit favorable. Alors, effectivement, les maisons familiales, à elles seules, ne vont pas régler le problème du chômage. Mais elles vont contribuer à remettre sur des rails des jeunes qui vont apprendre un métier et qui, à la sortie de leur formation, vont rentrer directement en emploi. On parle des jeunes, mais c'est aussi des adultes, des formations d'adultes. Et justement, ces personnes qui sont formées chez vous, pour beaucoup ici à Mayotte, elles n'ont pas forcément les papiers qu'il faut pour pouvoir voyager et aller travailler en métropole ou à La Réunion. Est-ce qu'on pourra, avec ces formations-là au sein de vos structures, pouvoir derrière ne pas être embauché uniquement que sur notre territoire ici à Mayotte, mais également pouvoir postuler ailleurs, en France ? Une des grandes facultés de notre réseau, c'est la mobilité. Et aujourd'hui, il y a des plans européens qui permettent, les plans Erasmus, entre autres, qui permettent la mobilité des jeunes pendant leur formation. Même pour les non-français ? Même pour les non-français. Aujourd'hui, le réseau des maisons familiales accueille régulièrement des jeunes migrants. Ces jeunes migrants, on leur donne autant de chances qu'à un Français. Alors évidemment, après, il y a un parcours qui est peut-être un peu plus long, mais une fois qu'ils rentrent dans une formation qualifiante, ces jeunes-là sont considérés réellement comme des personnes à part entière qui vont apporter sur le territoire. Effectivement, demain, je pense que l'idée n'est pas de former des jeunes pour les envoyer travailler ailleurs. L'idée, c'est vraiment de développer ce territoire. Et donc, je crois que des moyens, et je me ferai l'interlocuteur aussi en repartant de Mayotte auprès des ministères, de dire ce que effectivement Mayotte a besoin d'être mieux considérée par les pouvoirs publics. Merci beaucoup Dominique Ravon d'être passé dans nos studios. On rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation. Merci à vous. Merci à vous. À Paris, hier, sachez que se tenait la 21e édition de la commémoration nationale de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions. Et comme l'an passé, le président Emmanuel Macron n'a pas prononcé de discours. Il a laissé la parole aux jeunes, une tradition rythmée par des chants traditionnels à la mémoire des esclaves. Reportage Kessi Weshop-Taï et Denis Rousseau-Kaplan. Merci. Un chant qui retentit dans les jardins du Luxembourg. Un hymne pour rappeler les douleurs endurées par les esclaves à La Réunion. Face au président de la République, la chanteuse Maloya Christine Salem joue ainsi sa partition en cette journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage. La chanson Merci, c'est une chanson que j'ai écrite pour mes ancêtres, pour les remercier. Et en tout cas, pour moi, c'est un honneur, en tout cas pour mes ancêtres, vraiment. Après, je les remercie tous les jours, mais le fait de le faire au niveau national, c'est encore plus fort. Commémorer l'abolition de l'esclavage, c'est ici chaque année donner la parole aux jeunes. Devant un parterre de ministres et autres personnalités, les élèves participant au concours de la flamme de l'égalité exposent leur savoir et prennent part à l'histoire pour ne pas oublier. Chapitre 3, Ruby et Joséphine Baker. J'aimerais connaître votre histoire. Je viens du sud des États-Unis. J'ai eu une enfance difficile. J'adorais danser et à 16 ans, je suis partie pour New York. Astère-nous toutes, nous les gardiens, la liberté. Avant de commencer ce projet, nous étions en classe patrimoine à Sillaos, qui est un haut lieu de marronnage et qui parle de l'esclavage.
Et on a travaillé dessus, nous avons fait des recherches. Comme la France a participé à l'esclavage, le fait de chanter ce que les esclaves vivent vraiment, ça peut rajouter quelque chose de plus fort à la cérémonie. Un 10 mai, comme en 2021, en présence d'un Emmanuel Macron silencieux. Cette année encore, le président de la République a choisi de ne pas s'exprimer. Il l'avait annoncé. Je pense qu'il aurait dû profiter pour lancer un message, faire un grand discours sur l'histoire. C'est le citoyen qui doit véritablement se prendre en charge en réalité. Le citoyen, c'est tout le monde et il représente tout le monde. Donc aussi le débat et la contradiction. Donc il est important que tout le monde s'exprime. Une commémoration nationale qui s'ajoute aux hommages locaux. 7 autres dates sont dédiées outre-mer à l'abolition de l'esclavage. N'oubliez pas votre rendez-vous ce soir, rendez-vous politique avec Kala Ouaddala. Il sera question des unions menées par les partis locaux en vue des prochaines législatives. À gauche, l'Union populaire réunie autour de la France insoumise a déjà ses 2 candidats ici à Mayotte. Au centre, difficile de mettre tout le monde d'accord sur le représentant du parti présidentiel Renaissance. Pour en parler autour d'Alda Halidi, vous retrouverez Bakar Assoumani du Parti socialiste, Nassuf Eddine Darwesh, vice-président du Modem Mayotte et enfin Abdillah Mikidadi de la France insoumise. Kala Ouaddala, c'est donc ce soir à 20h10. En sport, on connaît les affiches des finales de zone de N3 chez les dames. BCM, sacré champion hier soir sur le parquet du Fusil de Cavani, sera opposé à la Tamponnaise, alors que chez les hommes, Vautour jouera contre le basket club de Dionysien. Bonne nouvelle puisque ces rencontres se dérouleront chez nous à Mayotte samedi 21 mai du côté du gymnase de Pamandzi. Et puis sachez qu'en handball, Seina Ali Ousseni de la JH Timkoura et Mona Lisa Guigon de Combani sont en détection actuellement à Nice. Vous les découvrez en images. La détection a commencé en début de semaine. Objectif pour elle, intégrer le centre de formation des Aiglons la saison prochaine. Sachez que le club de Nice évolue dans l'élite du handball féminin français. Et puis un mot de football également, autre bonne nouvelle puisque cette fois c'est Samir Saïd Haribou et Isaac Ahamadi qui après avoir été mis à l'essai au FC Lorient au début du mois, ils ont eu l'honneur d'être convoqués pour participer du 19 au 22 mai prochain au stage national à Clairefontaine. C'est très rare pour Mayotte d'avoir des représentants à ce niveau-là. C'était le cas pour Jamal Djanfari il y a 3 ans, le seul jusque-là. Désormais il y a donc 2 nouveaux footballeurs. Ces 2-là, donc Samir Haribou et Isaac Ahamadi pourront d'ailleurs postuler à partir d'août prochain à l'équipe de France U16, espérant également de leur côté intégrer le centre de formation d'un club professionnel. Et on termine nous par ces images de catamaran de Lagon, puisque hier les 9 jeunes hommes qui concourent pour être Mister Europe, l'élection aura d'ailleurs lieu samedi sur le parvis de la place de la République, ces candidats étaient à l'îlot Bandrélé pour une séance photo. L'élection de Mister Europe se déroulera donc samedi à partir de 19h. Et pour rappel, sachez que ces 9 Misters viennent de 9 pays différents. Cette élection était d'ailleurs une belle vitrine pour notre île. Voilà pour ce 19h un peu dégradé aujourd'hui. Toutes nos excuses. Merci en tout cas à vous pour votre fidélité. Dans quelques instants, Miss Baoudine Bakar pour le journal en maoré. Juste avant la météo. Et puis ce soir donc 20h, Kala Ouaddala avec Alda Halidi. Excellente soirée à tous sur La Première.